Vraiment d'excellents matchs avec cette équipe. Qui risque, je sais pas, qui risque de courtiser par le Nigeria. Pourquoi pas? Ça pourrait renforcer une équipe africaine. Ah, c'est vrai que le Nigeria, c'est l'adversaire du Sénégal. Mais surtout ça, Butler. Butler, c'est sa réputation. Pourtant, voilà, il a une mauvaise réputation d'homme de caractériel entre guillemets, parce que mais aussi de compétiteur. Il a toujours eu également, parce que quand il s'est barré de Minnesota, c'était en grande partie parce qu'il pensait que Minnesota, avec Karl Anthony Towns et les autres, n'avait pas cette mentalité de vraiment vouloir gagner. Après, il est parti aux Sixers. Ça a commencé à... Ils ont commencé à avoir cette mentalité-là, mais ils ont perdu contre Toronto avec cette finale-là, le shoot de Kawhi Leonard qui vient d'une autre planète. Mais il a réussi avec ses coéquipiers très jeunes à Miami, d'inculquer vraiment, d'être le leader et de pouvoir vraiment faire progresser ces jeunes-là. Et donc je pense qu'il leur a beaucoup apporté. Il a eu vraiment un plus, c'était vraiment le monsieur plus de cette équipe-là. Et je pense que les Clippers aujourd'hui, s'ils devraient choisir entre Butler et Paul George, je pense qu'ils vont refaire le même choix. Parce que quand même avoir Butler à côté de Leonard, avec ce Butler-là, moi, ce que j'aime bien chez Butler, c'est vrai que c'est la star de l'équipe, mais il quand même joue collectif. Il ne cherche pas forcément à se mettre en lumière, à soigner ses stats. Quand il doit faire la passe, il l'a fait. Quand il doit aller au panier, il le fait aussi. Et ça, c'est un état d'esprit. C'est pour ça que je suis surprise d'entendre dire qu'il a vraiment une mauvaise réputation. Parce que l'état d'esprit qu'il montre sur le terrain, c'est un état d'esprit de quelqu'un qui aime bien le collectif. Souvent, les compétiteurs, les grands compétiteurs, ont cette réputation-là. Kobe Bryant a cette réputation-là parce que il voulait tout le temps gagner. Il ne pouvait pas admettre que ses coéquipiers ne s'entraînent pas bien, que ses coéquipiers sautent des entraînements. On le voit comment il replace les joueurs sur le terrain, il est très directif. Chris Paul a eu ce problème-là également parce que c'est quelqu'un d'exigeant, c'est quelqu'un qui va venir te dire il faut donner plus, tu n'en as pas donné assez. Et à la longue, quand tu as des stars également qui ont des égos, ça peut s'entrechoquer et que vous ne vous entendez pas bien. Mais peut-être aussi Butler, quand même, dans la ligue, il y a des gens qui le prennent pour un fou aussi. C'est surtout ça. C'est pas qu'un problème de leadership sur le terrain, mais quand même qu'il est caractériel. Et sa façon de parler, il ne lâche pas ses mots. Il va te dire, je m'en fous de cette équipe-là, je m'en fous de... Il va le sortir, il va sortir ces mots-là quand il parle. Et donc, pour terminer sur Butler, il a été le seul joueur à ne pas mettre de Black Lives Matter, pas d'inscription sur son maillot. Il dit qu'il est venu jouer au sport. Il est venu sans famille ni rien, donc c'est un mec quand même un peu à part. Parfois, vous avez des mecs un peu marginaux dans, dans le giron du basket, du sport en général. Ancien coéquipier de Gorgui Sidian, certainement. Il pourrait nous... Et qui connaît bien aussi comment on appelle ça? Il est venu même au Sénégal. Oui, il est venu au Sénégal avec Rémi. Rémi qui est, je pense, player development. Voilà, donc c'est son ami, il est déjà venu au Sénégal. Enfin, voilà, on parle à présent de football, le sujet certainement qui nous intéresse et qui fait l'actualité avec donc ce match demain prévu entre le Sénégal et la Mauritanie. Vous le savez, au stade La Dior de Thiès, un derby sous-régional. Les Lions sont évidemment les favoris de cette rencontre. Des Lions arrivés samedi matin au Sénégal après leur séjour et leur rencontre au Maroc qui se sont entraînés, notamment samedi après-midi, et des Lions qui ont aussi vu pas mal de forfaits, notamment celui d'Edouard Mendy en regroupement et celui enregistré après le match contre le Maroc, à savoir la blessure de Sidi Sarr. Et on rappelle que donc, le match se jouera demain au stade La Dior de Thiès. On va aussi un peu parler des Mourabitoun qui ont enregistré eux aussi pas mal de forfaits. On parle de 6 cadres au total. Donc c'est ce que nous dit la FF Frima, Ismaël Diakité, Adamaba, Ali Abed, Hassa Kamara, Diallo Guidilei, Almi Kendiaï et donc Corentin Martin. Ça fait appel à 2 renforts, Bekay Wad et El Hassen, des Mauritaniens qui sont entraînés aujourd'hui même au stade Léopold, au stade La Dior, et qui ont fait leur première séance hier sur les installations de Diambara Sali, la Mauritanie qui a battu vendredi pour son premier match amical la Sierra Leone 2-1. On va écouter très rapidement un point que nous fait Corentin Martins au micro de la FF Rim. On a fait
un bon voyage entre Nouakchott et Sali, parce que Nouakchott-Dakar, c'est très rapide en avion. Et puis après, de Dakar à Sali, c'est pas trop long non plus. Donc on est dans notre hôtel, on est bien installé, on vient de faire un entraînement. On commence à préparer un petit peu tactiquement notre match face au Sénégal. Après notre bon match face à la Sierra Leone. Alors Talla, nous avons eu à regarder des matchs durant la dernière CAN de cette équipe mauritanienne. Tout le monde s'accorde à dire que c'est une équipe qui progresse et qui aujourd'hui a la chance quand même de jouer contre le Sénégal. Je pense que, entre guillemets, ça doit être un aboutissement pour le travail qui a été mené jusqu'ici. Maintenant, est-ce que la Mauritanie est un adversaire, entre guillemets, à craindre? Ben absolument, vu les résultats qu'ils ont eus pendant la Coupe d'Afrique, ce qu'ils ont montré surtout lors de leur dernier match contre la Tunisie, donc ça a laissé augurer au moins quelque chose de positif dans l'avenir de ce football. Parce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont mis les moyens et ils ont un entraîneur quand même qu'on a laissé travailler. Et donc avec un bon encadrement, avec des joueurs qui ont envie de prouver et qui ont envie aussi de se faire connaître à travers le monde. Donc ça donne au moins la possibilité de pouvoir au moins développer un beau football. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de voir en Mauritanie. Donc, mis à part le fait que nous, aujourd'hui, on est premiers sur le continent, mais eux aussi, ils n'ont pas ce complexe d'infériorité par rapport à nous. Donc, ils vont jouer grandement leur chance, démontrer à la face du monde qu'ils sont capables de produire du bon football. Et c'est sûr qu'on aura à voir au moins un beau spectacle, j'espère. Vous l'espérez. Alors, c'est vrai que demain, il sera question pour les Mauritaniens de défendre dur. Quand on parle d'impact physique, on aura l'occasion d'en reparler avec le match contre le Maroc. Le Sénégal devra s'attendre à un match rugueux de la part des Mourabitoun. De toutes les façons, je pense qu'on commence à avoir l'habitude de ces matchs-là rugueux, parce que même quand on joue des matchs, les éliminatoires, on a souvent des équipes qui mettre le taquet, surtout quand c'est contre le Sénégal. Même, on a vu, contre le Maroc, les Marocains ont mis le taquet, ils ont joué agressif. Contre l'Algérie également, c'était un jeu agressif. Donc, on commence à normalement connaître ce genre de match-là. Mais moi, j'ai plutôt tendance à avoir une impression, c'est quoi? C'est que le Sénégal commence à lâcher ce genre de match-là. Alors que, normalement, on doit aussi pouvoir répondre à l'intensité de l'adversaire. Il ne faut pas qu'on lâche. Même si on gagne, on va dire qu'on va gagner. On a gagné pratiquement tous nos matchs éliminatoires depuis 6 ans, que ce soit les éliminatoires du mondial, que ce soit les éliminatoires de la CAN. Mais quand ça compte et quand le niveau est élevé, on commence à lâcher. Et je pense que c'est pas gagner les petits matchs. C'est gagner bon, vous êtes rentré directement dans le débat, mais bon, peut-être pour... Oui. Bon, mais pour cette équipe mauritanienne, mais quand même, je pense qu'on l'a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et il y a eu un adversaire que le Sénégal a rencontré en même temps que la Mauritanie, c'était la Tunisie. Et en match de poule, quand même, l'équipe de la Tunisie, je pense que ce jour-là, ils ont échappé belle. Ils ont échappé belle face au Morabitoun. Alors que nous, face à cette équipe tunisienne, certes, on s'était qualifié, mais quand même, tout le monde sait comment cela s'est passé ce jour-là. C'était quand même le match le plus difficile du Sénégal. Durant cette CAN. Bon, en même temps, c'était une demi-finale. Ouais, c'est ça. Demi-finale, mais bon, quand même aussi, ça nous montre que cette équipe, quand même, je ne sais pas si c'est le même effectif qui sera là, certes, il y a des absents. Il y a pas mal d'absences, apparemment. Mais quand même, je pense que actuellement en Afrique, ces équipes, entre guillemets, ces petits pays, ces pays qu'on qualifie de petits quand même, se sont développés tactiquement parce qu'ils ont maintenant des joueurs qui évoluent dans les championnats européens, de division espagnole, au Portugal. Ils ont plein de joueurs professionnels maintenant qui sont développés tactiquement et qui savent se mettre en place sur une pelouse. Donc ils savent compétir. Ce n'est plus la Mauritanie qu'on battait lors des tournois à Cabral. C'est pas encore aussi. Et beaucoup de Sénégalais quand même ont toujours à l'esprit cette équipe mauritanienne pensant que ça va être une partie de plaisir alors que... Pas du tout. Alors Moussa... Je pense qu'elle était venue se jauger. Cette équipe, ces absents-là, bon, peut-être que la donne
la donne a changé. Mais tout d'abord, je tiens à féliciter la fédération pour tout le travail qu'elle fait là. Tout d'abord, le projet avait commencé avec Patrice Neveu. Ensuite, bon, Corentin Martin, ça a pris le relais. Mais aussi, ils ont beaucoup investi dans le football local et les infrastructures. Et pas longtemps, durant le Covid, ils ont sorti beaucoup d'argent donné aux clubs et aux joueurs, ce qui n'est pas le cas ici au Sénégal. Déjà on a donné. Là, vous avez reçu. On a donné aux clubs, mais pas aux joueurs. Ok, bon, les joueurs, les clubs doivent supposer donner aux joueurs. Mais c'est pas la fédération qui va... Oui, je sais, oui. Mais c'est un geste noble quand même. Et en plus, le fait qu'ils aient investi sur ce football local-là, ça a abouti à une élimination du Sénégal. Du Sénégal, voilà. Du Chan. J'allais en venir. Ils ont éliminé le Sénégal. Et il y avait même une équipe mauritanienne qui était qualifiée lors des phases de poule des Coupes d'Afrique des clubs. Donc pour dire qu'ils sont sur la phase ascendante. Tout à fait. Mais demain, le plus dur, ce sera peut-être d'ouvrir le score pour le Sénégal. Tant que ce ne sera pas fait, ça va être un match très très difficile. Mais une fois que peut-être on aura déverrouillé certaines clés, ce sera peut-être un peu plus facile. Parce qu'en termes de talent individuel, je pense qu'il n'y a pas photo. Ouais, ben, quel est l'état d'abord de la pelouse? Il y a ce facteur aussi. Les joueurs reviennent d'Europe. Ils ont peur de se blesser. On a vu la première mi-temps contre le Maroc, il n'y avait pas assez d'engagement, il y avait de la retenue. Bon, si on va jouer à la Dior ici, l'état de la pelouse, je ne la connais pas encore. Ouais. Est-ce que les joueurs vont mettre le pied? En plus, quelle équipe le coach va mettre? Si c'était moi, bon, je suis... Mais quand même, quand on ne peut pas parler, j'espère, je sais pas, face au Maroc, le fait de lever le pied face au Maroc pour éviter des blessures, ça on ne peut pas le comprendre quand même, parce que on n'est pas mieux coté que les Marocains sur le plan européen, et ils ont mis de l'impact. Ouais, mais il y a la motivation, que le coach transmet aux joueurs. Et chaque joueur a sa propre motivation aussi. Tout ça, il faut prendre ça en compte. Mais aussi, si c'était moi, le match de demain là, on allait beaucoup essayer. Parce que les fenêtres FIFA, c'est pour essayer. Et cette équipe du Sénégal là, depuis plus de 10 ans, presque, on a les mêmes têtes. 10 ans. Presque depuis 10 ans, on a les mêmes têtes. 2012 quoi. Voilà. 2012, ouais. Bon, il y a des joueurs, je suis pas contre. Sauf que je suis pas contre. Parce que la Côte d'Ivoire a pris la Coupe d'Afrique avec des joueurs trentenaires. C'était presque la dernière Coupe d'Afrique de la génération des Okora, Yaya Touré. Je ne suis pas contre. Mais les joueurs avaient maintenu leur niveau. Par rapport aux nôtres là, il y a certains qui sont sur la phase descendante. C'est le moment d'intégrer certains jeunes et aussi d'essayer de nouveaux systèmes. Depuis que Lucie est là aussi, on joue au 4-3-3. Alors, on va... de la pelouse, je pense qu'il y a eu une sortie qui a été récemment dans la presse pour dire que la pelouse sera nickel. Donc ils ont eu assez de temps, il y a eu assez de pluie, même si l'arrosage automatique n'était pas au rendez-vous, mais au moins ils ont fait une sortie pour dire que la pelouse sera nickel. Donc sur le côté pelouse, je pense qu'on n'aura pas aussi à revenir pour nous dire que on n'a pas réglé. Il y a 3 jours, on a joué sur une bonne pelouse. Et pour voilà. Très bien. Alors, on va si vous permettez, revoir le match contre le Maroc. Bon, pour l'histoire quand même, parce que on a parlé des matchs amicaux. Il y en a eu beaucoup entre le Sénégal et la Mauritanie. On a parlé également du tournoi Michael Cabral. Mais pour les matchs officiels, d'après nos informations, en fait, il n'y en a eu que 2. Et c'était à l'époque des éliminatoires pour la CAN 96. À l'époque, il y avait dans la poule la Tunisie, le Libéria, la Mauritanie et le Sénégal. Les 2 équipes ont fait 0-0 à Dakar. Et le Sénégal s'était imposé à l'extérieur, donc en Mauritanie, avec un but de Momodou Diallo Seybani, certainement, qui nous regarde, que nous saluons au passage. Donc ça, c'est pour les statistiques. Maintenant, on va reparler donc du Sénégal-Maroc avec... une défaite qui fait beaucoup parler, notamment sur les réseaux sociaux. En effet, 3-1, c'est un score que le Sénégal n'avait jamais pris en 5 ans, depuis que Aliou Cissé est à la tête de la sélection nationale. Un match dans lequel les Marocains ont imprimé leur rythme, marqué dès la 10e minute. Les Lions dominés dans l'impact physique se sont montrés dangereux, surtout en seconde période, mais encore une fois sont tombés dans un piège maghrébin, appelé cette fois-ci le Maroc. Nous faisons le compte-rendu avec Momodou Ndiaye.
Une reprise timide pour ne pas dire une déroute. La première sortie des hommes de Cissé dans un contexte Covid s'est soldée par une défaite 3-1 devant le Maroc. Je pense que sur ce match-là, ils ont été meilleurs que nous. Quand vous prenez 3 buts, forcément, c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas été supérieurs à nous, même si je pense que sur quelques moments, ce deuxième but nous fait mal, parce qu'on avait l'opportunité, la possibilité de revenir à 1-1. Et puis bon, c'est vrai que ce deuxième but nous sort un petit peu du jeu, mais je n'enlève pas la victoire du Maroc. Aliou Cissé et sa team arrivent à Rabat avec un groupe remanié, amputé de toute sa colonne vertébrale, avec les absences d'Edouard Mendy, déclaré forfait à la veille de la rencontre, du capitaine Kalidou Koulibaly placé en quarantaine en raison de plusieurs cas positifs au Napoli et de Sadio Mané testé positif au Covid-19. Nous devons faire ça parce qu'il y aura des matchs peut-être officiels, comme ça a été le cas durant la CAN, le premier match contre la Tanzanie, on n'avait pas joué avec Sadio Mané, et puis la finale, malheureusement, on n'a pas pu jouer aussi avec Kalidou Koulibaly. Donc il faut se préparer aussi, peut-être par blessure, je ne le souhaite pas, dans Sadio Mané qui sera indisponible avec l'équipe nationale, ou bien d'une suspension de Kalidou Koulibaly. Donc c'est l'occasion, si vous voulez, de donner l'opportunité aussi à d'autres garçons qui viennent de découvrir la tanière, de montrer de quoi ils sont capables de faire. Aliou Cissé aligne un 11 inédit avec Ousseynou Ba et Salif Sané dans l'axe, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Gueye et Krépin Diatta au milieu, Mamba Bacham, Ismaïla Sarr et Famara Diédhiou à la pointe de l'attaque. Au moment donné, quand j'ai amené Cheikhou Kouyaté dans l'axe, vous étiez le premier à dire qu'il ne fallait pas le faire jouer dans l'axe. Il faut savoir ce que vous voulez. Donc maintenant, je le mets dans l'axe, dans le milieu, vous dites qu'il ne faut pas le faire jouer dans le milieu. Ce sont des choix que j'ai faits et je les assume parce que je pensais qu'il était capable de jouer au milieu de terrain. On l'a fait, mais ce n'est pas un débat. Ce sont des choix tactiques que j'ai faits. On voit donc une équipe du Sénégal méconnaissable au complexe sportif Prince Moulay Abdallah. Les Lions encaissent un premier but à la 10e minute par Amala, avant que Youssef El Nasri à la 71e minute. Puis le meilleur buteur du championnat grec la saison dernière, El Arabi, n'enfonce le clou. Le seul but des Lions est inscrit par Ismaïla Sarr sur pénalty à la 88e minute. Une lourde défaite des Lions, une première avec 3 buts encaissés sous l'ère d'Aliou Cissé. La dernière défaite du Sénégal face au Maroc remonte en 2011. Merci Mamadou Ndiaye. Voilà, on va un peu décortiquer ce match, tirer des enseignements, évidemment. Quand on parle beaucoup de l'impact qu'ont mis les Marocains, qu'ils ont été très agressifs, est-ce qu'on peut le confirmer à travers les statistiques? Si on pouvait avoir le nombre de fautes commises par l'équipe mauritanienne. Marocaine. Plutôt, l'équipe marocaine plutôt. Ça explique tout quoi, parce que il y avait le premier rideau que le Sénégal ne pouvait pas passer. Mais dès qu'on arrivait à passer par moment, il y avait aussitôt une faute. Pour permettre à... Il commettait la faute pour pouvoir se replacer et avoir le jeu en face. Est-ce que l'arbitre déjà, non, quand on parle d'agressivité, vous avez vu, je sais pas, le tableau, sur 27 fautes, le Sénégal en a eu 12. Ça veut dire que pratiquement on a fait autant de fautes que cette équipe marocaine. Peut-être que l'agressivité n'était pas dans le bon sens, parce que les Sénégalais aussi ont donné des coups de, je sais pas, des coups de semelle dans ce match. Plus vers la fin, mais au début c'était le Maroc qui... Peut-être que c'était l'énervement, tout ça, mais... parce qu'à un moment donné, on est vraiment sorti de notre match. C'est quand le Maroc a commencé à vraiment... À partir du banc, les gens ont commencé à s'énerver. Et donc, ça a déteint sur le terrain. Donc les joueurs aussi, au lieu de se concentrer sur l'essentiel et de rester sereins, se sont emportés et ont donné des coups à gauche, à droite, alors qu'il fallait vraiment rester concentré sur le jeu. Et donc parfois, moi je me suis rendu compte à un moment donné, est-ce que le banc a vraiment servi aux joueurs? Parce que le banc devait rester calme, devait rester serein, repositionner les garçons, leur demander de respecter les choix tactiques et vraiment de rester dans le match. Mais à un moment donné, le banc s'est emporté et on a vu après des garçons qui étaient là à se dire
eux aussi, donc ils doivent répondre inutilement. Ouais, effectivement. À un moment donné, on avait l'impression que c'était une finale de Coupe d'Afrique qui se jouait là, parce qu'on ne comprenait pas cet énervement. C'était un match amical, certes, c'est un match amical. Mais est-ce qu'à un moment donné aussi, c'est pas un énervement provoqué par la récurrence des fautes marocains, des Marocains, parce que moi je trouvais aussi que les Marocains étaient très agressifs. Et l'arbitre ne jouait pas forcément son rôle. Ça fait partie du jeu. Ils ont mis beaucoup d'impact physique sur ce match-là. Comme le disait Moussa, le premier rideau, tu sentais l'avant-centre qui était là-bas, il était tout le temps sur Salif Sané. Il l'empêchait de sortir, de donner des ballons propres. Et donc, à un moment donné, on a eu d'énormes difficultés pour la transmission. Donc, du coup, c'est normal. Eux, ils avaient un schéma déjà en place. Ils savaient au moins qu'est-ce qu'ils allaient faire. Il fallait gêner la relance dès le départ. Mais pourtant, sur le début de match, Demba, cher Tidiane, je ne sais pas si vous avez eu la même impression. Ce n'est pas une impression, c'est une réalité. L'équipe du Sénégal est venue attaquer le match tambour battant en faisant beaucoup de pressing toutes les 10 minutes. Le seul hic, c'est que la première occasion marocaine s'est transformée en un but. Mais on a vu quand même une équipe d'attaque, quoi. 5-10 minutes, je pense. Oui, 10 minutes, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Et même malgré ça, on n'avait pas d'occasion franche. Non, si, on a eu la première occasion. Oui, une première occasion. Avec la déviation d'Ismaël Sarr. C'était la première occasion que dangereux. C'est ça. Donc on a eu du mal à sortir les ballons. On va revenir là-dessus sur le milieu de terrain du Sénégal. On l'avait dit ici et on l'a toujours souvent dit que le duo Gana-Kouyaté, ça ne sort pas très bien les ballons. Quand tu essaies de sortir les ballons avec qui, tu vas ronronner au milieu de terrain. On a beaucoup ronronné au milieu de terrain et quand les Marocains sont venus, ils ont pris la balle. On a fait des erreurs de sortie. Ça leur a permis de jouer en transition rapide en plus. De jouer haut. On aurait pu. On a mis deux attaquants très grands, très géants. Mais après 10 minutes, 15 minutes, tu vois que tes sorties de balle sont difficiles, ne fonctionnent pas. Mais n'est pas honte de jouer long, de les déstabiliser un peu, de leur dire, vous venez nous chercher. Nous, on a 2 très grands gabarits. Pourquoi il a mis ces 2 grands gabarits-là, Famara Diédhiou et Mamba Batian. Famara Diédhiou joue en championship. On sait que pratiquement beaucoup d'équipes anglaises jouent comme ça. Essayez de les déstabiliser pendant 5-10 minutes en jouant très long. Pour voir, parce que... Donc quelque part, on est resté sur notre... On est resté figé sur ce qu'on faisait. En voulant jouer un peu, tac, Crépin vient chercher la balle, va sur le côté, on récupère, il s'énerve, Ismaël Sarr, pareil. Mais le problème, c'est que quand on regarde, si on décortique bien ce match-là, c'est-à-dire que les Marocains, ils ont alterné le pressing et la défense de zone. C'est-à-dire que si le pressing ne marche pas, donc ils reviennent et ils font une défense de zone, mais avec un pressing en permanence sur le porteur du ballon. Et nous, ça nous a énormément gênés. Donc, on n'a pas su... On n'a pas su réagir et voir quelles sont les clés par rapport à ça. D'accord, mais est-ce qu'on change aussi une tactique au bout de 10 minutes de jeu? Mais Mam, quand on te pose une équation tactique, il faut la résoudre. Il faut la résoudre. C'est-à-dire que tu replaces ou tu demandes à jouer long. Tu demandes à ton attaquant de faire des appels en profondeur. Donc, si la transmission n'est pas bonne, à partir de la défense jusqu'au milieu de terrain. Maintenant, on essaie de jouer long. On alterne le jeu long et le jeu court. J'ai même envie de réagir. J'ai même envie de réagir sur le duo. Sur le duo Cheikhou Kouyaté Gana Gueye. Je crois que la dernière fois qu'ils ont joué ensemble, ça remonte à la Coupe du Monde 2018. Non, ils ont joué contre le Brésil, je pense. Contre le Brésil. Oui, contre le Brésil, mais entre le Brésil et la Coupe du Monde 2018, pratiquement, Cheikhou n'a plus jamais joué au milieu de terrain. Aujourd'hui, on le voit plus briller dans l'axe avec Crystal Palace. Donc, est-ce que le mettre au milieu, ce n'est pas lui-même... En fait, moi, je pense que le mettre au milieu avec Ghana, c'est ça peut-être... Et en sentinelle. Un souci. Le mettre au milieu avec Ghana et que tu veuilles jouer en sortant le ballon à partir de la défense, que le milieu de terrain vienne jouer également. Parce que ça soit Ghana, que ça soit Kouyaté, aucun parmi eux n'a le profil du joueur qui va casser les lignes, du joueur qui va servir les attaquants, du joueur qui peut servir Ismaël Sarr, qui peut servir Mamba, qui peut servir Famara. Ils ont été sevrés de ballon. Mais ce n'était pas le rôle de Crépin Diatta. Pourquoi ils venaient aussi bas chercher les ballons? Bon, à quoi ça sert de jouer long s'il n'y a aucun des attaquants qui prend la profondeur et que Crépin, bon, qui est le milieu offensif, ne vient pas en soutien?
pour sortir la balle, comme il dit à la baballe comme ça, là, pour faire ressortir la balle, il faut de l'espace, car on n'a pas des joueurs assez techniques. Si tu as des joueurs assez techniques, tu peux jouer sur les petits espaces, car ils pourront déplacer le bloc, des trucs comme ça. On peut faire d'ailleurs. Mais tu joues en 4-3-3 avec Cheikhou Kouyaté, comme on le voit avec sa morphologie, en pointe basse. Crépin milieu gauche, Gana milieu droit. Au moment de faire sortir la balle, il y a les 4 défenseurs. Cheikhou qui s'intercale un peu entre les 2 défenseurs. Gana qui vient à son niveau. Crépin qui décroche. Je m'explique, il y a 7 Sénégalais, 6 voire 7 Sénégalais, plus les Marocains qui viennent pour nous presser. Il n'y a pas assez d'espace pour sortir. Raison pour laquelle on avait énormément de problèmes pour faire ressortir la balle. Il y a l'autre équation aussi. Comme on dit, au bout de 10 minutes, on pouvait changer quelque chose. Parce que les 10 premières minutes, Achraf a fait une passe décisive. Et il avait l'ascendant sur Salif aussi. Sur le côté gauche, oui. Au lieu de faire jouer Gana Gueye, milieu droit, Crépin, milieu gauche, pourquoi ne pas amener Gana Gueye, milieu gauche, pour qu'il bloque Achraf et libérer un peu Crépin. D'autant plus que l'équipe marocaine jouait à peu près à 3-4-2-1. Mais sur le côté, ils avaient comme le système S de Nagelsmann là, le côté gauche ne servait qu'à défendre. Les attaques passaient par le côté droit. Donc Achraf était tout le temps en mouvement. Je ne le voyais jamais sur la ligne de fond, mais à partir de la ligne médiane. Quand il arrive à lancer, il est hyper dangereux. Raison pour laquelle il fallait un peu modifier le dispositif et tout comme ça. Moi, je ne suis pas qu'on mette la paire Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté. Bon, on l'a fait face à la Colombie, face à d'autres équipes. C'est pour presser l'équipe adverse. Mais sur ce match-là, les courses n'étaient pas assez coordonnées. On ne pressait pas ensemble en premier mi-temps. Raison pour laquelle on avait énormément de difficultés pour récupérer la balle. La preuve, en seconde période, quand Gana est monté d'un cran, le bloc marocain a reculé aussi. Et aussi, bon, il y avait aussi... le Maroc a changé de système en seconde période. Bon, ça a apporté un peu d'espace devant. Et aussi, bon... Ça, on a eu aussi de Sidissa. Je vais juste préciser, je ne suis pas contre le duo. Je n'ai pas dit que le duo ne doit pas jouer parce que c'est tous des milieux de terrain. Mais aussi par rapport au match, quand on veut sortir la balle à partir de la défense, à partir jouer avec le milieu de terrain, je me dis que c'est vraiment pas la meilleure solution. On l'a vu à la CAN, quand on a joué avec Pape Alioune Ndiaye et Gana, ça a été plus fluide que d'habitude. On a eu au moins par des séquences de jeu, de bonnes sorties de balles. Maintenant, quand tu joues long avec Gana et Kouyaté, ok, Kouyaté peut aller jouer même les deuxièmes ballons. Il en gagne beaucoup quand il était à West Ham. Il en gagnait beaucoup des deuxièmes ballons. Et il allait même marquer beaucoup de buts parce qu'il allait jouer les deuxièmes ballons. Il a cette intelligence-là de jouer les deuxièmes ballons. Donc, quand tu as Gana et Kouyaté et que tu joues long, je dis ok, c'est ton choix. Très bien. Mais quand tu as Gana et Kouyaté, c'est pas pour vraiment jouer à la baballe. Changer le système après 10 minutes de jeu, je pense que les coachs qui le font dans ce football, il y en a très peu. Parce qu'il y a Guardiola quand même, qui fait ce genre de choses-là, mais c'est pas évident. Mais on parle du duo Gana-Kouyaté. Bon, je pense que le duo qui a fait le plus mal au Sénégal, c'était le duo, même si c'était un trio, mais plutôt 2 joueurs qui avaient apparemment les mêmes caractéristiques qui étaient en attaque. C'est Mambaba Thiam et Famara Diédhiou. Mambaba, on a vu qu'il était inexistant sur le côté. On nous dit que c'est un joueur qui sait jouer sur les côtés, mais bon... De ce qu'on a vu, on n'a pas cette impression. Et c'était que le Sénégal avait besoin. Il avait été souvent, je l'ai trouvé souvent au combat en fait, pour récupérer le ballon. Ce que disait plus ou moins Moussa, vous récupérez le ballon, mais vous en faites quoi? Comme nos 2 excentrés, comme Ismaïla, comme Mambaba, ils ont passé plus de temps à défendre qu'à porter le danger dans le camp adverse. Sauf qu'Ismaïla, il s'est réveillé en seconde période. mi-temps. Ce qui est souvent le cas du joueur. C'est un joueur qui joue une mi-temps sur 2. Voilà, donc pour moi, le jeu... En première mi-temps, on a eu d'énormes difficultés. En dehors des 10 premières minutes où on a cherché vraiment à jouer, mais dès l'instant qu'on a commencé à subir le pressing des Marocains, on a eu des difficultés pour produire du jeu. Parce qu'en fait, nous, on ne produit pas de jeu. Donc, on a des difficultés devant des équipes qui nous posent problème. Mais c'est ça le problème. À chaque fois qu'on met cette défense de zone-là, si on n'a pas des ailiers
qui mettent la pression. Mais en même temps, Salih aussi, il avait quand même beaucoup de travail, notamment en première période avec Hakim. Voilà, il peut pas. Ils ont vu que Sabaly aussi commençait à monter. Ils ont verrouillé de son côté. On l'a plus vu, hein, Sabaly. Ils ont bloqué des espaces. Mais n'empêche que nous, en aucun moment, sur nos phases offensives, on a eu le surnombre qu'on attendait. C'est-à-dire que sur les côtés, on attendait que Salih vienne apporter le surnombre, ou sur le côté droit, Sabaly. Mais à cause des fautes aussi. Donc, mais n'empêche. Pour casser le rythme. Ce qui explique surtout cela, c'était la double couverture. Parce qu'il y avait les pistons, plus les défenseurs centraux. Il y a le défenseur central droit, le piston droit, le défenseur central gauche, piston gauche. Donc les zones de couloir étaient à peu près, bon, entre guillemets, out. Okay. Bon, la solution, c'était au milieu et il y avait de l'impact. Il y avait beaucoup d'impact au milieu aussi, quoi. Très bien. Alors, au final, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, du coup? Puisqu'on est en question à la 10e minute. Avec le changement qu'on a eu avec Boulaïka, on a eu de la profondeur. Donc, c'était plus l'avancante qui venait chercher le ballon, qui décrochait en permanence avec Famara. Par contre, avec Boulaï, on a eu de la profondeur. Tous ces appels, c'était des appels croisés et c'est ce qui nous a permis même d'avoir au moins... Boulaï, c'est ça son point fort. Mais je pense que dans ce match-là, ce qui est le plus inquiétant, c'est le coaching. Quand même, parce qu'en un moment donné du match, en étant dominé, pas de solution, pas de créativité, pas de création au milieu. On s'est retrouvé, je ne sais pas par quel hasard, avec un milieu de terrain composé de Sidissa, Gana Gueye et Cheikhou Kouyaté. Et là, on se dit, quel est le projet? Très bien. Quel est le projet pour une équipe qui veut créer, qui veut égaliser? Je ne sais pas, malheureusement, Sidissa s'est blessé après. Mais quand même, remplacé par Lopi. On est resté sur le même schéma, pratiquement. Mais qu'est-ce que l'entraîneur cherche en jouant avec ces joueurs-là pour essayer de jouer en football offensif? Mais depuis qu'Aliou Cissé est là, le problème du Sénégal, c'était quand le Sénégal a le ballon. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Ouais. Mais quand tu as ce milieu de terrain-là, l'animation, depuis qu'il est là, c'est ce problème-là que nous rencontrons. Si je vous mets au défi, vous pouvez prendre tous les buts du Sénégal, les 20 derniers buts. Tous les buts sont sur transition et sur coup de pied arrêté. Jamais sur attaque placée. Je vous mets au défi, vous pouvez sortir les vidéos après. Tous les buts sont sur transition ou bien sur coup de pied arrêté. Mais les buts en attaque placée à la décharge de Aliou Cissé, c'est devenu très difficile. Hein. Voilà. C'est devenu très difficile. Quand tu es censé évoluer en 4-3-3, qui dit 4-3-3, tu dois dire des équilibres sur un côté, le lié est en 1 contre 1. Mais nos 3 attaquants, durant tout le match, ils venaient décrocher et il y avait les défenseurs derrière. Crépin était un peu bas. Il n'y avait pas la solution sur la remise pour que quelqu'un puisse prendre la profondeur. C'est un problème de profil alors du coup? Il y a le problème de profil. Il y a le problème majeur, c'est l'animation. Mais chaque fois, c'est à la sortie de la liste qu'on pose ce problème. On se rend compte qu'il y a énormément de milieux défensifs quand même dans les listes de l'équipe nationale du Sénégal. On dit que c'est des joueurs qui... Est-ce qu'aussi tu as des milieux... Non, il faut les chercher. On les a, peut-être qu'on ne les appelle pas. Attends, souvent je dis que on a commencé à peut-être... il faut qu'on discute de la formation ici au Sénégal. Parce qu'on ne peut pas, pendant des années, avoir certains problèmes et ne pas les régler. Que ce soit les latéraux, et les milieux de terrain créateurs. Je ne dis même pas milieu de terrain offensif, parce que même les milieux de terrain défensifs maintenant doivent savoir sortir proprement le ballon. Regarde nos milieux de terrain qui sont à l'extérieur, qui jouent à l'étranger. Ils ont souvent ce problème-là. On prend ici, peut-être que tu vas trouver dans 1, 2, 3 équipes ici, locales, de bons milieux de terrain qui savent sortir le ballon. J'en ai vu, je pense... Mais c'est que, Demba, je vais te couper. Est-ce que c'est pas ce courage-là qui nous manque? Je me rappelle, il y a cela, en 2 mois, on a invité ici un ancien attaquant de l'Olympique de Gor qui est descendu milieu de terrain, qui joue en club milieu offensif, qui marque des buts. Mais bon,
Ces genres de joueurs-là, on a l'impression qu'ils ne sont pas faits pour l'équipe nationale. Ils n'existent pas. C'est pourquoi je dis, à un moment donné, il faudrait qu'on discute sur la formation du joueur sénégalais. Très bien, mais le sélectionneur, est-ce qu'il a le temps de discuter? Il doit aller au résultat. Il fait partie de la direction technique. Oui, je suis d'accord, mais aujourd'hui, on lui demande aussi des résultats. Donc peut-être qu'il faut aller chercher des profils très rapidement, ou alors changer de système de jeu. Mais les profils... Voilà, Moussa. Si on n'a pas la possibilité de jouer avec nos milieux créateurs... On le met en place par rapport aux joueurs dont on dispose. Voilà. C'est comme ça qu'on met un système de jeu. Mais tu ne peux pas avoir des milieux défensifs, des attaquants qui ne sont pas des ailiers de débordement et vouloir jouer en 4-3-3. C'est impossible. C'est impossible. Mais parce que dans le 4-3-3, on ne peut pas l'adopter en faisant un 4-3-3 en losange, par exemple. Tu cherches des joueurs qui vont animer et il y aura peut-être un électron libre qui va pouvoir jouer et faire jouer les autres. Mais avant aussi, il y a aussi... Dans l'équipe des vivants, il y a eu ce profil-là. Chez les jeunes, il y a beaucoup de profils. Chez les jeunes, mais je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas encore cette transition-là qui se fait très rapidement. Mais chez les jeunes, moi j'ai vu, par exemple, chez les U20, j'ai vu Lopi le faire très bien. Par moment, j'ai vu Dominique chez vous le faire, mais je ne le sens pas très régulier. J'ai regardé certains de ces matchs où il n'a pas été vraiment... Mais par contre, j'ai vu certains de ces matchs qui étaient vraiment top. Donc, si on fait le diagnostic, on a toujours le même problème qui se répète en fait. C'est-à-dire notre équipe n'arrive pas à jouer. Souvent j'entends dire oui, on n'est pas une équipe de possession. Je pense que ça, on l'a souvent entendu dire. Nous sommes une équipe de transition, voilà, attaque rapide, etc., etc. Mais pourquoi aujourd'hui on veut changer notre fusil d'épaule? Peut-être parce que les Sénégalais réclament du jeu? Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose aussi et son contraire en fait. Mais moi par exemple, je vais dire, je ne demande pas un football de possession. Non, je dis pas, c'est pas parce qu'on a un football de possession qu'on joue bien. Non, c'est pas parce qu'on a la balle qu'on est en train de bien jouer. Et également, c'est pas parce qu'on joue les transitions... En première période, le Sénégal a eu plus de possession que le Maroc. C'est pas parce qu'on joue les transitions que c'est pas beau. Les transitions, vraiment, sont belles. C'est magnifique. Par exemple, Liverpool, quand Liverpool fait des transitions, c'est joli. Même City, qui joue au football de possession, mais est excellent dans les transitions. Parce qu'il joue avec de vrais ailiers. Moi, je le disais tout à l'heure, même quand on joue long. C'est par rapport au profil des joueurs dont dispose l'entraîneur. On peut même jouer long, mais que ça soit bien... que ça soit bien ficelé. On peut jouer long. Même le jeu long peut être très joli. Mais il faut vraiment que ça soit très cohérent. Je pense que nous, on parle de football léché, tout cela, mais ce qui nous manque le plus en équipe nationale, c'est l'intensité et l'agressivité dans le bon sens du terme. C'est ça. Parce que, les joueurs doivent se battre pour récupérer le ballon, doivent presser. Et des fois, on a l'impression qu'on a un déficit physique. La question que je me pose, c'est quels sont les critères de sélection? Tout d'abord, il y a beaucoup de joueurs sélectionnés qui ne jouent pas en club. Sidi Sarr, Loum et j'en passe. Et on est parti en Coupe d'Afrique. Il y a 3 minutes, je pense, depuis le début de la saison. Beaucoup. Sidi Sarr, il était blessé, il revient de blessure. Bon, il s'est reblessé. On est parti en Coupe d'Afrique. Sur 23 jours, il y avait un seul gaucher. Comment pourrait-on avoir un équilibre avec ça? Et sur ce match, jouer une finale de Coupe d'Afrique sans gaucher. Et par rapport à nous... Diallo, c'est vrai qu'il est sur une bonne dynamique en équipe nationale, mais depuis le début de saison, il ne joue pas. Il ne joue pas, alors qu'il y a à côté un garçon qui l'a remplacé, qui marque des buts. On nous dit que ce n'est pas encore le moment de l'appeler. Tu as une équipe, tu as ton meilleur joueur. Il faut le mettre dans de très bonnes dispositions. Par exemple, Sadio Mané, c'est un joueur qui repique. Le latéral dédouble tout le temps. Tu mets un latéral droit à côté de Sadio Mané. S'il dédouble, comment il va centrer? Très bien. Problématique. Alors, maintenant, peut-être pour avancer dans le débat, le problème de l'intensité, comme le disait Cheikh Tidiane, et de l'agressivité, parce que c'est une question qui se repose à chaque fois. Il y a beaucoup de gens qui disent l'agressivité que nous devrions mettre sur les matchs, on a l'impression que ce sont maintenant les Maghrébins qui nous l'imposent.
nos joueurs n'arrivent plus à aller au duel, ou en tout cas quand ils y vont, c'est de manière un peu dispersée et en s'énervant, donc contre-productif. Comment on peut expliquer que cette équipe du Sénégal soit un peu sur la réserve sur des matchs comme ça? Mais ça dépend des choix que l'on fait. C'est-à-dire qu'on peut mettre de l'impact physique sans pour autant commettre des fautes. C'est faisable. Tu viens, tu mais défends. quand même, les Marocains, ils en ont beaucoup commis. Oui, je suis désolée. Ils ont beaucoup cassé le rythme. À chaque fois, nos joueurs se retrouvaient. C'est difficile aussi de jouer au foot comme ça. C'est de bonne guerre. Donc, si eux, ils arrivent à gérer, par exemple, leur faute et ne pas avoir de carton, mais c'est de bonne guerre. C'est-à-dire que c'est à nous d'être intelligents, de voir comment résoudre ce problème-là. Maintenant, on peut avoir de l'impact physique, essayer de récupérer le ballon, sans pour autant commettre autant de fautes. Donc, tout est dans la récupération. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on défend? Comment on attaque? Est-ce que c'est en défendant en zone ou faire un pressing haut sur le porteur du ballon? Et à chaque fois qu'on doit défendre, combien y a-t-il autour du porteur du ballon? Par exemple, tu vois une équipe comme Barcelone jouer, quand ils défendent sur le porteur du ballon, il y a 2 à 3 qui viennent de prendre en étau. Et dès qu'on récupère le ballon, tu vois les transitions, comment ça se fait. Ça va être vite. Et au moins ça, c'est déjà réglé à l'entraînement. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une conception stratégique de la manière dont on défend et de la manière dont on attaque dès qu'on a la possession. Est-ce qu'on est... Cette agressivité dont parle Mamfatou, cette équipe du Sénégal, quand elle joue, quand elle met de l'intensité dans ce match, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent tenir. Parce qu'on l'a vu. Ismaël Assar, quand il a mis le bleu de chauffe, ça a commencé à paniquer dans la défense marocaine. Mais le problème, c'est qu'il ne le fait que 10 minutes dans le match. Très bien. Mais c'est cette zone de confort, Demba. Parce que quand le Sénégal est devant un adversaire beaucoup moins fort, il n'y a pas débat, il n'y a pas photo. On arrive à faire 2-3-0. Mais face à des équipes beaucoup mieux organisées, qui peut-être techniquement ont du répondant, on se laisse faire. Quand même vous regardez les matchs qu'on gagne 2-0 contre ces entre guillemets petites équipes. Petit poussé. Normalement, si on le joue avec une très bonne intensité, on peut même gagner des scores de 4-5-0. 5-0, ouais. Alors que le Sénégal, ça fait combien de temps le Sénégal n'a pas gagné sur ces scores-là? Et moi, j'en suis sûr que si on met vraiment sur 30, 40, 50 minutes une très bonne intensité, on peut avoir ces scores-là par rapport à ces équipes-là. Parce que souvent, les équipes contre lesquelles on a joué, que ce soit le Soudan, que ce soit Botswana, tout ça, c'était des équipes contre lesquelles le Sénégal avait vraiment été un cran ou bien 2 crans au-dessus. Mais souvent, après avoir... Tout à l'heure... Quand on accélère, on gagne. Tout à l'heure, quand tu as dit demain, peut-être si on ouvre le score... Ça va aller, normalement. Je voulais te dire, au contraire, souvent, regarde le Sénégal, on ouvre le score, et on commence à baisser le pied, on ne joue plus, on ne met plus l'intensité, on n'essaie pas de tuer le match, on n'essaie pas vraiment de... On est sur nos acquis, quoi. On n'est pas méchant, je pense dans le bon terme, dans le bon sens. On n'est pas très compétiteur. Je pense qu'on a un joueur qui est fondamental dans l'équilibre de cette équipe-là. C'est Idrissa Gueye. Je m'explique. Quand il joue... reculé. Le Sénégal a des problèmes. Quand il joue un peu avancé, c'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui chippe les ballons. On est à l'aise. Ça s'est confirmé en deuxième mi-temps, quand il a évolué un cran en dessus. Ça s'explique en club aussi. Depuis 5 ans, tu prends les meilleurs récupérateurs du monde. C'est N'Golo Kanté, Idrissa Gana Gueye, Thomas Partey, Wilfried Mendy, Casemiro. Mais Moussa, là, je m'explique. Attends. Je m'explique que là où j'ai un problème, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en première mi-temps, après avoir pris le but, c'est-à-dire que c'est pour expliquer de la manière dont on doit défendre et de la manière dont on doit attaquer. Après avoir pris le but, à un moment donné, on a vu Idrissa aller chercher le ballon, faire un pressing. Mais le pressing, ce n'est pas une seule personne qui le fait. Je l'avais souligné. C'est tout un ensemble. C'est pourquoi je te dis, il faudrait qu'on sache comment on défend, comment on attaque, et quand on récupère le ballon, comment on doit se positionner sur le terrain. Et ça, c'est un problème aujourd'hui dans notre équipe nationale. Parce qu'à un moment donné, quand Idrissa est allé faire le pressing, il était seul. Et il demandait aux autres de suivre. Donc, ça ne suivait pas le tempo. Je l'avais expliqué, mais en deuxième mi-temps, ils ont rectifié le tir. Je vais juste continuer la parenthèse. Bien sûr. Bon, beaucoup de Sénégalais le critiquent par rapport à ses prestations en équipe nationale et surtout au PSG.
il évolue au Paris Saint-Germain. Tu sais, tous les grands matchs du Paris Saint-Germain, il fait de gros matchs. Parce qu'il part presser, récupérer le ballon. Mais le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui domine 80 voire 90% de ses matchs. Et là-bas, il n'a pas beaucoup de travail à faire juste pour... Ok, très bien. Et à ce moment-là, il ne peut pas gérer l'animation. Et c'est le même problème qu'il a au Sénégal quand on lui demande de gérer l'animation. Très bien. Très bien. Hein? Ils ont souffert et je pense que c'est ce match-là même qu'il a un peu condamné au Paris Saint-Germain. Face à Dortmund, avec le pressing des Allemands là, il était complètement perdu. Mais en parlant de cette intensité-là, moi je pense que dans l'équipe nationale du Sénégal, le joueur qui le déclenche le plus souvent, c'est Sadio Mané. Et il n'est pas là. Et Sadio, il a cette culture en club. Alors, les absents, justement, est-ce qu'ils ont compté dans ce manque? Parce que... Forcément. Évidemment. Non, forcément, mais ça fait 5 ans quand même qu'on a le même entraîneur. Ça fait presque 10 ans, vous l'aviez dit tout à l'heure, qu'on a le même joueur. Normalement, on doit avoir un collectif huilé. Peut-être parfois, il y a des pièces manquantes, mais la symphonie, elle doit se jouer de la même façon. Aujourd'hui, on dit effectivement, il y a une colonne vertébrale qui n'est pas là. Edouard Mendy, Sadio Mané, au milieu de terrain, Koulibaly, effectivement. Bon, est-ce que ça doit justifier une défaite? Ça ne la justifie pas, évidemment, mais est-ce que ça l'explique? Non, ça peut l'expliquer. Regardons les buts qu'on a pris. Regarde l'alignement de la défense. Avec Kalidou Koulibaly, je suis désolé, on ne va jamais s'aligner de façon désastreuse comme ça. Tu as vu le but qu'on a pris contre le Madagascar? Ça peut arriver une fois, peut-être. Et souvent, ça arrive avec Koulibaly, même en club, il le fait. Non, mais si on fait la comparaison, si on fait la comparaison par rapport à la finale, mais pas les lignes comme ça. Il n'y a que Sadio qui s'est ajouté à ses absences. Et le Sénégal, quand même, a fait un bien meilleur match contre l'Algérie en finale que contre le Maroc. Bon, peut-être que l'absence de Sadio Mané, on peut dire que c'est là où on sent vraiment, parce que c'est le monsieur plus de cette équipe nationale du Sénégal, c'est lui qui déclenche tout. C'est clair. Mais moi, je pense que Edouard, l'autre, comment ça s'appelle, Kalidou. Ouais, mais bon, Bingourou, c'était son premier match. Je ne sais pas si les matchs sur les buts, il peut faire quelque chose. Il peut pas faire grand chose. Peut-être sur le dernier but. Il est fautif sur le dernier but. Même le premier aussi, le plongeon était quand même un peu lent, mais bon. Ça impacte. Sur la balle arrêtée, ouais. Il est sorti en retard. Mais c'est pas des erreurs flagrantes. Bon. En plus, bon, la ligne était assez haute. Et Ziyech était à 2 pas de l'an. Donc, il pouvait un peu anticiper. Il s'est collé sur sa ligne. Raison pour laquelle il a accusé ce retard conséquent. Très bien. Alors, on va parler de l'éclaircie, puisque vous êtes en train de débriefer aussi sur le plan individuel. Bon, l'une des rares éclaircies, on va dire, est venue de l'axe central avec Ousseynou Ba, qui a rendu une copie correcte. Il est vrai que nous avons quand même encaissé 3 buts, faut-il le rappeler. Mais dans ses interventions, il a dégagé beaucoup d'assurance pour une première. Peut-être vient-il de signer un long bail avec la sélection Thioromba Ndiaye. 15 minutes, le débat se fait même hors antenne. Bon, Ousseynou Ba, ça a dégagé de la sérénité, une présence, très présent dans les duels aussi. Bon, ça augure de bons lendemains pour lui en fait. Il faudra le revoir. Bon, on l'a vu pendant 90 minutes. Non, c'est comme ça parce que souvent on peut se tromper quand, surtout avec les nouveaux. Souvent on ne regarde que les qualités, que ce qu'il a peut-être amené de positif. On évite de voir peut-être certaines erreurs. Après 5, 6, 7 matchs, on commence à dire finalement. Parce qu'on retient que les duels, on retient qu'il a été très bon sur les duels. Il a fait un match sérieux. On a senti que vraiment c'était. Par contre, on n'a pas compris le problème de l'alignement là sur le deuxième but, alors que lui et Pape Boussissé jouent ensemble. Moi, j'ai encore des doutes. Du match à cause de, je sais pas, la manque de sérénité à un moment donné. Sérénité, ils étaient complètement sortis du match, mais quand même, le garçon, on l'attendait en équipe nationale, on avait envie de le voir. Et là, ceux qui l'ont vu, je pense que n'ont pas été déçus. Et ça veut dire qu'il a confirmé. Et comme tu l'as si bien dit, il va au duel.
mais c'est sûr qu'il est rapide. Quand il a du retard, il sait compenser par sa vitesse, et ça, je pense que c'est un point positif pour mon défenseur. Il a une bonne relance. Et apparemment, en club, apparemment, il s'est installé comme en titulaire. Moi, j'ai beaucoup apprécié en tous les cas sa prestation, parce qu'il a une bonne lecture du jeu, et il est physique, et aussi il a une bonne relance, et je pense quand même que, bon, on peut espérer le revoir. Je le vois comme un titulaire en puissance. Très bien. Alors, Moussa, il n'y a que vous qui n'avez pas encore parlé sur ce... Bon, il est sur sa lancée. Depuis la blessure de Pape Abdou Cissé, il s'est installé sur la défense de l'Olympiakos. Mais Pape Abdou Cissé était même remplaçant après, à la fin. Donc, bon, il continue sur sa lancée. C'est le cas d'ailleurs, toujours. Ouais. Même en équipe nationale, je pense qu'il a pris de l'avance par rapport à lui. C'est à mettre au crédit du sélectionneur. Ah non, c'est une bonne pioche. Maintenant, on verra, l'avenir nous dira si on s'est trompé ou pas. Mais ce qui est sûr, par rapport à sa prestation contre le Maroc, il a montré pas mal de qualités d'un bon défenseur de haut niveau en plus. Très bien. Ouais, là, le sélectionneur, quand même, pour une fois, a fait jouer un joueur qui vient d'appeler. On espère que ce n'était pas parce qu'il y avait des absents qu'il a fait jouer, mais c'est ça qu'on veut. Boulaye, on a regretté de ne l'avoir vu dans ce match que pendant 15 à 20 minutes, alors que c'est des joueurs qu'on a envie de voir en équipe nationale. De même que Cheikh Diop. Très bien. Pape Cheikh Diop, oui. Moi j'ai beaucoup aimé quand on a eu Pape Cheikh Diop, quand on a eu Boulaye. Après, il y a eu du jeu. Après, on a eu des appels en profondeur. Donc, on a eu même des occasions. Donc, c'est pour dire que parfois, si on met les hommes qu'il faut, de même que Lopi, donc on avait un milieu de terrain qui cherchait à jouer et qui se donnait le ballon. Et donc, on s'est créé des occasions. Et donc, ça a poussé peut-être les Marocains à reculer. Et donc, alors, aujourd'hui, est-ce que les critiques contre le sélectionneur Moussa au sortir de ce match, parce que bon, la sentence, elle vient du fait que contre les grosses équipes, on ne gagne pas. Et malheureusement, ça, c'est aussi une réalité qu'on ne peut pas omettre. Aujourd'hui, on parle non seulement du problème du coaching, mais aussi du renforcement du staff de l'équipe nationale. Parce que quoi qu'on dise, on a un adjoint qui s'appelle Régis Bogart, je pense, qui a entraîné en national. Et aujourd'hui, quand même, on a une équipe nationale avec des grosses pointures. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu Omar Daf qui était là aujourd'hui, il est entraîneur principal de Sochaux. À un moment donné, on a eu le coach Dabo qui a accompagné durant la compétition. Mais sur les éliminatoires, sur les compétitions au quotidien, est-ce qu'on a besoin de renforcer le staff de l'équipe nationale, d'après vous? C'est difficile, mais bon. Bon, je pense que oui. D'autant plus que les problèmes de cette équipe sont récurrents. Comme tu dis, contre les gros, toujours nous sommes faibles. Et contre les petites équipes aussi, on les manie difficilement. Même si on parvient à les gagner, mais on les manie difficilement. Bon. Tu dis, le Bogart est entré en national. Aliou Cissé, il a été adjoint de Karim Sega. Après, il a pris l'équipe U20 ou U23. Il est parti faire la francophonie. La francophonie, ils sont finis 3e après avoir donné l'équipe nationale. Il n'a pas assez de background. Très bien. Normalement, mais coacher une équipe nationale, c'est très différent de coacher un club. Un club, c'est au quotidien. Tu joues chaque 3 matchs chaque semaine. L'équipe nationale, c'est tous les mois, voire tous les 2 mois. Tous les 3 mois. Là, il y a 6 mois de rupture. Ça fait 5 ans quand même. Mais plusieurs campagnes. Mais cher, encore une fois, l'équipe nationale, c'est comme le dit Moussa, c'est pas un travail au quotidien. Au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Arsène Wenger, il peut se permettre d'aller entraîner l'équipe de France. Il a un vécu en tant que coach dans des clubs pendant 11 ans, 12 ans, 13 ans. Quand on rencontre des entraîneurs chevronnés, à chaque fois qu'ils nous posent une équation, on est incapable de résoudre cette équation-là. Donc aujourd'hui, quand on demandait à Amara Traoré d'aller chercher une équipe qui n'avait pas fait ses preuves par-ci, par-là, il a été entraîné la Ligue. Et donc, avec son vécu et tout, il est revenu en équipe nationale. Il a eu un temps où l'équipe tournait bien, il a fait ses résultats, sauf qu'en Coupe d'Afrique, ça s'est mal passé. Mais on ne lui a pas pardonné tout ça. Maintenant, quand on rencontre un entraîneur comme Ali Lozic, qui a fait son temps sur les bancs dans différents clubs
avant d'atterrir en équipe nationale. En Genon aussi, il nous a posé des problèmes ici. Belmadi, ils sont de la même promotion. Belmadi, il a fait ses preuves au Qatar. Mais là, il a pris la sélection en 10 mois, il a pris la Coupe d'Afrique. Mais encore qu'on n'a pas une direction technique nationale très forte. Parce que si on se faisait entourer, par exemple, avec des entraîneurs chevronnés, qui ont de l'expérience, ils pouvaient apporter au moins leur expertise à Alioune Cissé. Mais le problème qui se pose, quand tu as Alioune, tu as Riz Boga, mais c'est quoi leur background? Alors, Demba, c'est vraiment le débat aujourd'hui. C'est vrai que en 5 ans, on a fait de bons résultats, aussi bien qu'entre guillemets en 2002, avec une finale de Coupe d'Afrique, on est allé à la Coupe du Monde, et pourtant on reste encore sur notre faim par rapport au jeu produit, par rapport à cette équipe nationale. Peut-être c'est lié au profil du sélectionneur, peut-être c'est lié aussi au tempérament des joueurs, mais est-ce qu'aujourd'hui on ne gagnerait pas à renforcer ce staff de l'équipe nationale? Je pense que tout staff peut être toujours renforcé. Parce que, est-ce que là c'est nécessaire? C'est nécessaire, c'est nécessaire. Mais je ne dis pas que c'est l'adjoint qui doit changer ou bien c'est l'adjoint qu'on doit renforcer. On peut renforcer et même laisser là-bas Régis Bogart. Parce qu'aujourd'hui, les grandes sélections ont des staffs vraiment élargis. Que ce soit des staffs énormes. Qui discutent de tout, qui connaissent tous les profils des joueurs adverses que tu rencontres. Donc, je pense on gagnerait toujours à renforcer le staff, même si ce n'est pas forcément genre on doit changer l'adjoint, parce que aussi un sélectionneur a besoin d'être dans un staff où il y aura au moins 1 ou 2 hommes de confiance, même s'il y aura peut-être un Cheikh ou bien un Tala qui va, avec qui il n'est pas en peut-être symbiose, mais un Tala qui a la connaissance. De conforter, on parlait des Lakers en début d'émission. Vogel, il avait derrière lui Jason Kidd comme adjoint, et tout le monde pensait que le gars allait lui planter, il voulait sa place. Et le coach là n'avait pas confiance à son adjoint. Et n'empêche, ils ont travaillé et voilà le résultat. En équipe de France, la conception stratégique de la France, c'était quoi? Les équipes que la France allait rencontrer du premier tour jusqu'en finale. Toutes les équipes, ils avaient une conception stratégique de tout ce qui se faisait, équipe par équipe. Toutes les équipes qualifiées, je dis bien. Toutes les équipes qualifiées. On savait à peu près chaque équipe comment elle jouait, comment elle défendait, comment elle attaquait. Donc, c'est beaucoup de boulot. Énorme. Et c'est pourquoi tout à l'heure, quand j'ai parlé de direction technique nationale, c'est pas 1 ou 2 personnes. C'est tout un ensemble. C'est des analystes vidéo. C'est énorme. C'est des entraîneurs. Bon, on a vu ça, nous. On a vu ça avec les équipes américaines de NBA. C'est juste hallucinant. C'est démentiel. C'est-à-dire que c'est des choses que les gens n'arrivent pas à s'expliquer ici. Alors que le football d'aujourd'hui demande énormément de moyens. Et c'est sur ça, quand on parle du football local, qu'il faut investir sur la formation et sur la direction technique nationale, qui est des bras. On a de l'expertise dans ce pays. Il y a des gens qui sont là. Mais on en fait des pigistes. On les appelle à chaque campagne, qu'on leur demande de faire un boulot. Bon, il y en a quelques-uns qui l'ont fait, peut-être pas en nombre suffisant. Mais de manière régulière, avec des analyses vidéo. Très bien. Je pense que vous avez dû, à un moment donné, aider un peu les U20. Voilà. Mais bon, après le tirage, le président Babacar Ndiaye m'avait appelé, il me dit, bon, on était dans la même poule que la Pologne, la Colombie et le Tahiti. Bon, ne savait pas l'adversaire. Et bon, il m'a appelé avec le coach Youssou Dabo, que je les salue tous les deux de passage. Bon, ils m'ont dit, il faut que tu nous aides un peu là, comme que je travaille avec Wisecout. J'ai accès aux informations que nous traitons et des vidéos et tout ça. J'ai fait un dossier sur les transitions, attaque-défense, défense-attaque, animation offensive, organisation défensive, coup de pied arrêté, tir concédé. Bon, un dossier d'à peu près plus de 50 gigas avec des fichiers PDF et tout cela. Bon, j'ai donné ça au coach. Il a travaillé énormément et durant la compétition, parce que chaque jour, après les matchs de U20, la nuit, j'étais sur la vidéo. C'est difficile. Ces finales NBA là,
il faisait plus de vidéos que de s'entraîner après les matchs. Mais ce qui est incroyable, c'est que à la fin d'un quart-temps avec les basketteurs américains, ils te disent le nombre de fautes que vous avez. C'est-à-dire, le coach, quand il se fait interviewer, il a déjà le nombre de balles ratées. Et ça dure 1 minute. Hein. Ça veut dire que les analystes vidéo, tous les gens qui sont derrière ne font que travailler sur les fiches. Mais que ça, que ça. Quand on regarde... Alors, je vais vous raconter une anecdote. La France, lors de la Coupe du Monde 2018 là. Après le premier match, je pense que c'était contre l'Australie, je ne sais plus là. Ils ont gagné avec le but contre Pogba a contré le ballon. Mais avant la compétition, il y avait tous les consultants qui disaient nous avons de très bons joueurs, nous devons jouer. Cette équipe ne joue pas très bien. Ils ont beaucoup critiqué Deschamps. Bon, il est venu, il a mis Matuidi sur la touche, il a amené Tolisso, il a amené les Dembélé. C'était un match très difficile. Tout à fait. Après le match, bon, les statistiques sont sorties, ils étaient en conférence. Il a vu les stats sur le nombre de kilomètres. Il y avait une différence de 12 kilomètres, 12 voire 14. En faveur des Australiens ou des... En faveur des Australiens, il les a dit. C'est comme s'ils avaient un joueur en plus. Parce qu'un joueur en moyenne court 9 à 10 voire 12 kilomètres. Le seul qui avait la moyenne, ce n'était pas une surprise, c'était N'Golo Kanté. Et bien, il fallait que ça cesse. Il a amené les Matuidi, il a changé de système, il a bloqué le terrain. Il a remporté la Coupe du Monde. Voilà. Pour en finir avec l'entraîneur, je pense qu'aujourd'hui le problème c'est est-ce qu'il n'a pas atteint son plafond de verre, c'est ça. Est-ce qu'il n'a pas fini son cycle avec cette équipe nationale du Sénégal? Parce que des fois on a l'impression que ce n'est pas la méritocratie qui joue vraiment dans cette équipe. Parce que quand on vit avec un groupe, c'est très difficile de prendre certaines décisions. Parce que Talal a dit, il y a des joueurs, tu sens qu'ils apportent plus que ceux qui ont l'habitude de jouer, mais ils ne joueront jamais. Mais est-ce qu'aujourd'hui aussi, on peut se permettre d'avancer dans cette voie-là avec les résultats qu'on a? Aujourd'hui, Deschamps, ça fait combien d'années qu'il est en équipe nationale de France? On le critique sur le jeu, mais les résultats sont là. Donc il est là. Mais sauf que non, sauf que le résultat, il y a... joué, hein. Non. Mais bon, la France arrive à jouer, ça dépend des matchs. C'est difficile. C'est très cohérent. Je vous dis, regarde, les derniers matchs, on a utilisé 4 systèmes. Et chaque système, il y a eu de la satisfaction là-dessus. C'est très cohérent. Vous êtes supporter français? Non, je suis italien. Je suis italien, je ne veux pas supporter la France. C'est juste pour vous c'est pour dire quand même qu'une équipe, il faut qu'elle sache comment attaquer et comment défendre. Quand on a le ballon, comment on l'utilise? Quels sont les placements sur le terrain? Et quels sont les joueurs sur lesquels le ballon doit transiter? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est des choses importantes dans le foot comme dans le basket. Tu verras qu'on te dira le ballon doit passer à un moment donné. Si c'est dans la zone de progression, il faut que ça passe par telle ou telle personne. Il y a un début de solution que Moussa a donné, c'est-à-dire aujourd'hui dans cette équipe nationale, peut-être celui qui doit imprimer le tempo à la base, c'est Idrissa Gana Gueye. Est-ce que le ballon doit toujours passer par lui? Non, je disais, quand on joue souvent par rapport aux grosses équipes, c'est lui qui déclenchait le précis avec Sadio, comme Talama l'a souligné, ou je ne sais plus d'abord. Ouais, je m'excuse. Oui. Il donnait le tempo. Et le Sénégal, lors des grandes rencontres, on n'arrive pas à gagner, mais nous ne sommes pas ridicules par rapport à l'organisation défensive. Notre problème, c'est par rapport à l'animation offensive. C'est notre problème majeur. Maintenant, pour pouvoir avoir une certaine maîtrise, il faut des joueurs plus fins techniquement. Si on veut jouer un joli football. Si on veut jouer un joli football. Ouais, très bien. Alors, un football efficace. Pas un joli football, mais un football efficace. Alors, la question qui tue, celle de Cheikh Tidiane Diao, je pense que bon, Talla pensait qu'aujourd'hui, le sélectionneur, avec son staff, 50 présences, il a atteint le plafond de verre qu'il faut changer. Mais il a atteint ses limites pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a vu pendant 5 ans, et pendant 5 ans, on ne s'est pas régalé avec notre équipe nationale. Et pourtant, on a du potentiel dans cette équipe-là. Maintenant, c'est quoi notre problème? On a du potentiel, 3 joueurs ne sont pas là et... Non, mais je veux dire qu'on doit pouvoir gérer ces absences. C'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec un Sadio Mané, c'est sûr que le Maroc défendrait beaucoup plus bas. Hakim Ziyech,
Achraf Hakimi n'allait pas pilonner tout le match sur le côté. Voilà. Donc, mais quoi qu'on puisse dire, ça dit qu'à chaque fois qu'on rencontre des équipes réputées, grosses cylindrées, on a des difficultés. On n'arrive pas à les résoudre. Et pour gagner un titre, je pense quand même qu'il faut allier les deux. Pouvoir gagner les grandes équipes, comme pouvoir gagner aussi les petites équipes. Alors, ce match-là, quand tu le regardes, tu as l'impression qu'on est retourné au Havre. Mais c'était comme une reconstruction qui redémarrait. Mais, en fait, c'est ça, ces disparités-là, que parfois, effectivement, même en tant que spectateur, on n'arrive pas à comprendre. Par exemple, moi, j'ai bien aimé le match qu'on a fait contre la Pologne, par exemple, en Coupe du Monde. C'était consistant, on savait ce qu'on voulait faire, comment on ressortait le ballon. Contre le Brésil, pareil. Et parfois, on a l'impression que, voilà, sur certains matchs, on balbutie notre football. C'est le manque de projet de jeu dont on parle souvent? Pas simplement le projet de jeu. Il en a parlé. Il faut avoir aussi des joueurs fins techniquement, au-delà d'être bon tactiquement, au-delà du coaching. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais face à une équipe qui te met la pression, qui est au taquet, il faut avoir aussi des joueurs qui savent se défaire de certains pressings. Quand tu ne l'as pas, tu ne peux pas les inventer. Sur un match, peut-être que tu peux réfléchir, peut-être sur le long terme te dire « Ah, je vais voir, parce que là, je suis premier en Afrique, je veux gagner la Coupe d'Afrique. C'est sûr que sur 10 équipes que je vais rencontrer, les 9 vont jouer bloc bas, les 9 vont me rentrer dedans. Donc je vais chercher des joueurs qui ont le profil pour pouvoir se défaire d'un certain pressing. Très bien. Et là, on a du mal à l'avoir. C'est pourquoi je disais, dans les matchs que l'on domine, dans les matchs où l'adversaire vient nous chercher, ce n'est pas Ghana et Kouyaté qui vont se défaire du pressing pour aller alimenter nos attaques. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est arrivé avec Giresse face à Gourcuff. Pourtant, elle a très bien... On va terminer. Voilà. Vous l'avez très bien souligné, contre la Pologne, contre la Colombie. Le Sénégal a très bien joué parce que ce sont ces équipes qui avaient la balle. Le Sénégal jouait en contre et en transition. Mais regardez les matchs Sénégal-Ouganda, Sénégal-Malawi, les trucs comme ça. C'est nous qui avions la possession. Nous peignons gravement même. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on va faire un dernier élément. On va vous proposer évidemment ce qui se fait aussi en Afrique. C'est très important avec les résultats notamment des autres équipes. Et pour parler encore une fois de cette rivalité entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, l'Algérie qui s'impose. Donc, ce n'est plus entre guillemets un Tandous qui a battu les Super Eagles 1-0. Et le Mali également qui a fait un très beau résultat devant le Ghana, 3-0. Alors, une jeune équipe malienne aussi séduisante. Nous allons regarder tout ça avec Mamadou Ndiaye, ou non, Cher Sadi Boudjara, pardon. À l'opposé du Sénégal battu par le Maroc, les autres grands d'Afrique se sont bien illustrés lors des premiers matchs amicaux de ce mois d'octobre. Très inspirés, les Aigles du Mali n'ont fait qu'une bouchée des Black Stars, 3-0. Des réalisations du capitaine Amari Traoré à la 3e minute, El Bilal Touré à la 49e minute et enfin Amadou Aïdara à la 75e minute. Championne d'Afrique en titre, l'équipe nationale d'Algérie signe un 19e match consécutif sans défaite. Les Fennecs, qui n'ont pas perdu depuis 26 mois, ont dominé le Nigeria 1-0. Sûr de la force de son groupe, Jamel Belmadi s'est montré très ambitieux pour la suite des événements. Qu'on doit jouer, c'est contre ces équipes-là où on progresse et on montre que voilà, on domine, voilà, on veut dominer le continent africain, on n'a pas peur de le dire. Je l'ai dit lors de ma première conférence de presse. C'est pas aujourd'hui où on est champion d'Afrique où je vais changer mes propos de facto, justement avec ce titre de champion d'Afrique. Il n'y a pas à se cacher, je ne me suis jamais caché quant aux ambitions. On est là, j'ai beaucoup apprécié le fait de pouvoir donner l'opportunité à d'autres joueurs de jouer. Aujourd'hui, c'est la grosse satisfaction. Vainqueur du Cap-Vert, la Guinée n'aura pas l'occasion d'enchaîner. Le second match au programme mardi face à la Gambie a été annulé, annonce la fédération. Avec plusieurs joueurs testés positifs et les cas de blessures, le Sili national a désormais un effectif de moins de 11 joueurs disponibles, dont un seul gardien de but, écrit l'instance dirigeante dans un communiqué sur Facebook, sans préciser qui sont les joueurs positifs.
On aura certainement besoin de demain. Il s'agit des stadiers. On va vous proposer ce dernier élément qui concerne la signature d'une convention entre la Fédération sénégalaise de football, l'Institut de formation au métier IFM Sport et l'ASP, les agents de sécurité de proximité. Intervenue cette signature au mois de mars dernier, mais la mise en œuvre pratique de la formation des stadiers s'est déroulée il y a quelques semaines au stade Léopold Sédar Senghor. Des stadiers qui pourront en plus aider les forces de sécurité régalienne. Mamadou Ndiaye s'est rendu à cet institut pour regarder la formation. D'améliorer, de renforcer l'organisation et la sécurité dans les stades de football. La Fédération sénégalaise de football, en partenariat avec l'Institut de formation au métier des sports, IFM Sport, se lance dans la formation des stadiers. Ce que nous faisons, c'est former vraiment des gens qui seront spécialisés dans ce métier-là, c'est-à-dire être un médiateur sportif, un stadier. Et ils vont travailler dans les stades, quand aussi il y a des événements sportifs en dehors des stades, comme les marathons. On peut faire appel à ces agents que nous sommes en train de former. Ils peuvent aussi travailler lors des événements publics, parce qu'un médiateur peut être un sportif comme un non-sportif. Dans cette salle, une dizaine d'agents très concentrés suivent religieusement les cours dispensés par des professionnels en sécurité. Pour la formation, c'est divisé en deux parties. Donc, il y a la partie théorique qu'ils sont en train de faire, qui va durer 2 semaines, où ils ont des cours en sécurité et en sûreté. Et après cette formation théorique-là, ils vont sur le terrain et ils font un stage d'imprégnation, un stage pratique. Il est prévu de former 300 stagiaires, mais pas de groupe de 25. Formation théorique et formation pratique. La formation théorique dure 2 semaines pour chaque groupe. Et à l'occasion des matchs, certainement, il y aura une mise à situation sur le terrain. Donc, comme formateur principal, il y a le colonel Fofana des sapeurs-pompiers, côté sûreté et également côté sécurité. Donc, il y a moi-même, il y a également le colonel Bakary Koné, le lieutenant Massali et l'adjudant-chef Sonko. Ça ne sera pas difficile pour nous parce qu'on est presque des anciens militaires et on a fait aussi 7 ans dans la sécurité aux côtés de la population. Ça sera une continuité pour nous. Et avec ce qu'on vient aussi d'apprendre, surtout le métier de stadier, et ça sera un plus pour nous. Et on prie et on croit que ça sera plus facile. Une innovation dans le sport sénégalais. Le but final est que dans les stades, ces agents viennent en complément des forces de sécurité régaliennes. Maintenant, comme on va pas les sports voir des armes, maintenant on va changer de système. Il y aura des stadiers qui seront là et qui seront des gens qui vont accueillir les gens, les diriger, les aider et les aider à leur faire savoir que le sport, c'est de se faire plaisir. Une convention tripartite liant les 3 structures a été signée au mois de mars dernier au siège de la Fédération pour renforcer la sécurité dans les stades. Voilà, merci pour cet élément, Mamadou Ndiaye. Merci de nous avoir également aidé à préparer cette émission pour les reportages. À la réalisation, Vieux Diouf, caméra Alun Diagne. Merci, messieurs. Un dernier mot, Tala, merci. Joyeux anniversaire encore une fois et tout. Donc j'espère que, comme le disait tout à l'heure Cher, que demain les garçons mettront le blood chauffe. Oui. Quand même, il faudrait qu'ils se reprennent. On n'a pas fait le match qu'on attendait d'eux, mais je pense que celui de demain, ils pourront répondre présent. Bien sûr. Alors avec des invitations payantes, hein, faut-il le souligner. Et la presse en ligne qui a raison d'être énervée puisque la fédération a décidé de ne pas accréditer cette presse en ligne dans sa globalité. Je pense que quand même il y a des critères de sélection, il y a des chaînes comme Dakaractu qui suivent plus cette équipe nationale que même les médias traditionnels. Il y a IGFM, il y a plein de sites crédibles qui méritent quand même d'assister à cette rencontre et ça aussi il faut qu'on en parle. Donc c'est aussi un mot qu'on va lancer à l'endroit de la fédération pour aussi inviter à plus de concertation parce que souvent les communiqués sont destinés en priorité à cette presse en ligne. L'empêcher de venir à ces rencontres, je pense que Demba, c'est injuste. Je dirais c'est entre guillemets une discrimination parce que je pense que si, parce que quand on est presse,
faut pas dire qu'on on laisse venir la presse écrite. Entre guillemets traditionnelle. Traditionnelle, et on laisse la presse en ligne. Ouais. On peut faire des critères de choix, genre par rapport à la crédibilité du média. Mais qu'on ne dise pas, la presse en ligne ne vient pas, la presse écrite vient. Ouais. C'est frustrant. C'est frustrant. Voilà, merci Moussa pour cette... Merci à vous et très bonne soirée à tout le monde. Merci Damba d'être venu. Cher, à la semaine prochaine. Du courage à mon ami cher Salih Diarra, très déçu par un nouveau titre de l'Open Dogs. Très bien. Et on rappelle que maintenant vous travaillez aussi d'ailleurs pour un sportnewsafrica. Voilà, sportnewsafrica.com, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis, excellente soirée et à la semaine prochaine si Dieu le veut. Merci. Coach Dabo nee na ma dégg naa da ngeen doon sànni xeer. Moi je suis heureux. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Billet de balai. Moi je suis heureux. Happy birthday to you. Merci. Merci les gars.